Notre compréhension de la chronologie humaine n'est pas parfaite, mais nous avons une assez bonne compréhension de la façon dont la civilisation humaine a atteint ce point. Mais parfois, nous trouvons des artefacts que nous ne pouvons pas expliquer, et cela pourrait potentiellement perturber toute notre compréhension du temps des humains sur Terre, ou de notre place dans l'univers. Dans cette vidéo, nous examinerons 3 artefacts. Ceci est 3 artefacts inexpliqués bizarres. Avant la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les dernières vidéos. Et si vous voulez voir un cas ou un sujet couvert par Paranormal Illustrated, alors allez sur criminalillustrated.com et remplissez le questionnaire sous l'onglet « Suggérer un cas ». Numéro 3, l'oiseau de Saqqara. Égypte, novembre 1898. Après un épuisant voyage d'une journée en direction du sud depuis le Caire, l'égyptologue britannique Norman Degarius Davis et son équipe d'excavateurs sont arrivés aux pyramides de Saqqara, prêts à en révéler les mystères. Alors que les archéologues se mettaient au travail sur la tombe de Padiaman, Davis copiait méticuleusement les hiéroglyphes ornant les murs de la tombe. Les travailleurs ont commencé à collecter des artefacts, les plaçant dans des boîtes pour les renvoyer au Caire, où ils seraient davantage étudiés et catalogués. À l'arrivée des caisses, le musée du Caire a noté que les objets datèrent d'environ 200 ans avant J.J. Les découvertes incluaient un modèle d'oiseau en bois, selon leur dire. Il mesure environ 6 pouces de long, pèse 39 grammes, est en bois de sycomore et a une tête sculptée pour ressembler à un faucon. Rien de spécial, pensait-il. Après tout, on savait qu'ils avaient déjà fabriqué des modèles d'oiseaux. Ne trouvant rien d'autre d'intéressant dans la collection, les conservateurs ont emballé les boîtes et les ont empilées dans un coin poussiéreux du sous-sol du musée, où elles sont restées pendant les 70 prochaines années, jusqu'en 1969, lorsque le docteur Khalil Messia les a ouvertes et a été stupéfait par ce qu'il a trouvé, car le petit oiseau dans l'une de ces boîtes ressemblait étonnamment à un avion moderne. En 1889, bien sûr, les avions n'avaient pas encore été inventés, il est donc compréhensible que les employés du musée de l'époque n'aient pas vu la ressemblance. Mais l'oiseau de Saqqara, comme on l'appelle désormais, avait toutes les caractéristiques d'un avion et toutes les caractéristiques d'un simple modèle de jouet. D'une part, les autres modèles d'oiseaux déterrés par les archéologues avaient généralement les restes décolorés de plumes peintes et étaient souvent représentés avec des jambes ou des pieds. Ce modèle n'avait aucune de ces particularités. D'autre part, d'autres figurines d'oiseaux avaient une queue anatomiquement correcte, plate et horizontale par rapport à l'envergure des ailes. C'était vraiment la queue qui était la chose la plus intéressante, comme il l'avait dit au Beacon Journal London Times en 1972, car elle distingue le modèle de tous les autres qui ont été découverts. La queue de l'oiseau de Saqqara est verticale comme les gouvernails d'un avion, et il y a une encoche dans la queue verticale où une dérive pourrait peut-être s'insérer, pas différent d'un planeur jouet que vous pouvez acheter aujourd'hui, et certainement pas comme tous les oiseaux existants. Les autres ailes sont légèrement courbées vers le bas, dans ce qu'on appelle une formation de dihydro inverse ou anhydro, pas différent des ailes goutte à goutte sur les avions cargo modernes. Alors, la question devient, les anciens Égyptiens avaient-ils une théorie du vol? Messia le pensait. Érudit des modèles égyptiens, il a noté que les Égyptiens construisaient souvent des modèles de choses qu'ils prévoyaient de construire à grande échelle. Cela incluait les bateaux funéraires, les navires de guerre et les chars. Il croyait que quelqu'un à cette époque concevait un modèle de preuve de concept et testait sa théorie. Bientôt, Messia et son frère, ingénieur aéronautique, se mirent à recréer le modèle en bois de balsa et furent étonnés lorsque l'objet est réellement resté en l'air lorsqu'il a été lancé. En 2006, l'expert en aérodynamique Simon Sanderson a reconstruit le modèle dans une version plus grande et a confirmé qu'il pouvait décoller et rester en l'air. Comme pour toute découverte scientifique, il y a des factions de chaque côté du débat. Les détracteurs de la théorie de l'oiseau en tant qu'avion soulignent que sous sa forme de faucon, il est probablement simplement une idole du dieu Horus.
D'autres disent que c'est simplement une décoration utilisée au sommet d'une girouette ou à la proue d'un navire. Mais certains de ceux qui croient bien que le modèle est un prototype de planeur y croient vraiment, allant jusqu'à postuler que celui qui a construit le modèle l'a fait après avoir vu une sorte d'avion dans le ciel à cette époque. Incapables de comprendre ce qu'ils voyaient, ils ont conçu le modèle avec la tête d'un oiseau parce que, pour les anciens Égyptiens, les oiseaux étaient la seule chose dans le ciel. Quoi qu'il en soit, il est peut-être temps de réorganiser le crédit pour le vol avec les frères Wright, recevant une aide d'un inventeur égyptien il y a 2000 ans. De Exeter et Flint's. Au début des années 2000, des archéologues fouillant les ruines de mines au Mexique ont fait une découverte intéressante. Dans un site funéraire, ils ont découvert plusieurs silex excentriques. Excentriques parce que leur forme varie énormément à travers des dizaines d'exemples. Et silex parce que les silex, le matériau taillé des pièces, ressemblent à des silex, même si les objets ont été trouvés taillés en alcalcidien et en obsidienne. Ces belles et ornées pièces ont fait l'objet de quelques débats au fil des années. Le premier mystère est de savoir comment ils ont été taillés. Les dessins mayas complexes et ornés suggèrent l'utilisation d'outils de précision. Plutôt les outils en bois de serre généralement associés à ce genre de travail pour cette époque. Le deuxième mystère objectif. Certains de ces silex excentriques sont tranchants comme des rasoirs, donnant naissance à la théorie selon laquelle ils auraient pu être utilisés dans des rituels de saignée cérémonielle ou comme tête d'armes pour des haches et des lances maniées par des chefs. Le troisième mystère est leur inspiration. Bien que de nombreux silex excentriques représentent des têtes d'animaux, d'autres semblent purement abstraits et artistiques. Mais de nombreux grands silex semblent également représenter une image sous de nombreuses variations, celle du dieu maya, Kewil. Dans l'histoire maya ancienne, Kewil, également connu sous le nom de dieu Ka, a été le plus associé à la foudre. Dans de nombreuses représentations de Kewil, il est montré avec de grands yeux ayant des spirales pour pupilles. Il est également souvent représenté avec des serpents pour jambes et d'autres attributs étranges. Mais parmi ces images étranges se trouve la représentation d'une hache fumante émanant du front de dieu Ka. Certains ont spéculé que cela pourrait être une sorte d'arme. Et certains sont allés plus loin pour dire que l'arme est un pistolet fumant manié par un visiteur extraterrestre ancien. Les esprits anciens, voyant un visiteur, seraient en admiration devant sa capacité à contrôler l'électricité, qu'ils associeraient bien sûr à la foudre. L'idée de Kewil en tant qu'extraterrestre ancien semble tirée par les cheveux, mais le lien de dieu Ka avec l'espace extra-atmosphérique ne l'est pas. L'astronomie était une part importante de la civilisation maya. Et les anciens mayas ont documenté leur croyance en la connexion de Kewila à Saturne et Jupiter lorsqu'ils sont vus en rétrograde dans le ciel nocturne. Et puis, il y a Mars. Le 25 juillet 1976, la National Aeronautics and Space Administration a publié des images d'une zone de Mars appelée Sidonia, prise par sa sonde spatiale Viking 1. Une des images a causé une sensation, révélant ce que les tabloïds ont appelé le visage sur Mars. 30 ans plus tard, la National Aeronautics and Space Administration a publié des photos de la zone en résolution de plus en plus élevée qui ont pratiquement réfuté le phénomène du visage sur Mars. Et pourtant, alors que le visage sur Mars a été démystifié, les nouvelles images de la National Aeronautics and Space Administration de la région de Sidonia semblent également avoir capturé plus de visages sur la surface martienne que celui qui semblait représenter le dieu Ka. La question devient donc, étaient-ce les esprits d'excentriques silex? Créés pour honorer un dieu invisible, ou était-il la vie ou des portraits d'un être extraterrestre venant du cosmos? Numéro 1, l'artefact Kosso. Avant de nous plonger dans la dernière histoire, définissons quelques termes. Le premier est une géode, ce sont parfois des pierres rondes, généralement creuses, formées à partir de roches sédimentaires et volcaniques.
En ouvrant une géode, on révèle souvent une belle formation cristalline à l'intérieur. Ils ont généralement de quelques centaines de milliers à quelques millions d'années. Et pour tout collectionneur de roches, ils sont généralement les joyaux de leur collection. Le deuxième terme à définir est bougie d'allumage. La bougie d'allumage ou bougie d'étincelle a été inventée vers 1860 par Étienne Lenoir pour utilisation dans son nouveau moteur à gaz. Le but de la bougie est de fournir une étincelle électrique qui enflammerait tout matériau combustible comme le gaz à l'intérieur du moteur. C'est essentiellement ce qui fait démarrer les moteurs. Donc, avec ces termes compris, il est difficile d'expliquer comment une invention moderne du 19e siècle pourrait se retrouver scellée à l'intérieur d'une roche vieille de demi-million d'années. Mais c'est exactement la découverte faite par 3 propriétaires de magasins de gemmes le 13 février 1961 en Californie. Après avoir accroché la corde à linge à la porte du magasin un lundi matin, Wally Lane, Mike Mikesell et Virginia Maxley ont saisi les marteaux de roche et se sont aventurés dans les montagnes côtières à environ 8 miles de distance. Ils cherchaient des gemmes à peut-être mettre en vente dans leur magasin. Plus tard dans la journée, sur un pic de 4300 pieds près de la vallée de la mort, les chercheurs de pierres ont ramassé une grande pierre qu'ils croyaient avoir l'un de ces beaux cristaux à l'intérieur. Incapables de l'ouvrir pendant leur voyage, ils l'ont ramenée à la boutique de gemmes où Mike a essayé de couper la pierre et a ruiné sa lame de scie à pointe de diamant dans le processus. Après des heures d'efforts, le trio a réussi à séparer la pierre, mais à leur grande surprise, aucun cristal ne s'y trouvait, mais une sorte d'appareil. Incertains de ce qu'ils avaient à le trouver, mais sachant que c'était inhabituel pour le moins, les 3 ont exposé la roche non ouverte dans leur magasin. Mais elle n'était pas à vendre. Quand la rumeur s'est répandue parmi les collectionneurs de roches, quelqu'un les a contactés pour examiner l'artefact de plus près. Un journal appelé Info, se présentant comme la chronique de la science et de l'inconnu, a pris contact avec les propriétaires qui ont laissé l'écrivain Ron Willis examiner le géode. Il a signalé un noyau métallique d'environ 2 mm de diamètre. Le noyau avait été divisé en 2 lors de l'ouverture de la géode, mais il était clair à l'œil nu que le noyau avait un collier qui semblait être fabriqué en porcelaine, et ce collier était enfermé dans un tamis hexagonal qui était fait de bois, mais qui semblait s'être pétrifié au fil des années. De plus, le journal a découvert que l'objet avait également une sorte de clou et une rondelle qui en sortait. Puis Willis a effectué des radiographies sur l'appareil pour trouver que le cylindre métallique traversait toute la longueur de l'objet. Ron et son frère, Paul, ont rapidement déterminé que l'objet ressemblait beaucoup à une bougie d'allumage moderne. « J'étais stupéfait », a écrit Ron Willis dans le journal, car soudainement, toutes les pièces semblaient s'emboîter. Mais comment cela était-il possible ? La première pensée était que c'était un canular des propriétaires de la bijouterie pour probablement stimuler les ventes. Mais alors pourquoi aurait-il fait don de la trouvaille au musée de l'Est de la Californie peu de temps après sa découverte ? La deuxième était que c'était un canular perpétré par quelqu'un d'autre. Mais pourquoi cacher un projet au sommet d'une montagne isolée en espérant seulement que quelqu'un finisse par le trouver ? La troisième explication est que c'était une sorte de formation étrange, naturellement survenue. L'idée étant que d'une manière ou d'une autre, la bougie d'allumage de l'époque des années 20 a fini par être recouverte de roche par un processus naturel. Et la pierre entourant la bougie d'allumage n'avait pas 500 000 ans, mais seulement quelques dizaines. Sa formation a été accélérée par les bonnes conditions environnementales. Mais comment une bougie d'allumage a-t-elle fini à 4300 pieds d'altitude dans une zone sans route praticable pour être recouverte par une roche en premier lieu ? Et enfin, la dernière explication est celle qui fait apparaître l'artefact côtier sur cette liste. L'assemblée de la bougie d'allumage est un artefact laissé par une civilisation qui a vu le jour et est morte bien avant que les humains modernes ne parcourent la Terre.
En étant enfermé dans la pierre, l'artefact a été protégé des éléments et reste maintenant la seule preuve de ces anciens humains qui vivaient des millénaires avant les premières preuves connues des humains modernes que nous avons trouvées. Puis, il y a ceux qui croient que les forces puissantes qui contrôlent notre monde moderne, le nouvel ordre mondial, les Illuminati, ont supprimé cette connaissance par peur qu'elle change notre vision de nous-mêmes et de notre histoire. Parce que l'artefact de Kozo a finalement disparu et que son emplacement actuel est inconnu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous l'avez trouvé intéressant, assurez-vous de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Pour les nouveaux abonnés, n'oubliez pas de jeter un œil à notre autre chaîne Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vrais. Retrouvez-le sur youtube.com Criminally Listed. Nous avons aussi un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues, appelé Criminally Listed Presents into the Killing. Vous pouvez le trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et partout où vous trouvez d'excellents podcasts. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Merci.